cellulaire, elle permet aux cellules de communiquer entre elles, et aux cellules de communiquer avec leur environnement. Une cellule, c'est un petit organe, si je puis dire, un petit organisme qui est en fait limité. Vous savez qu'il y a deux types d'êtres vivants, ce qu'on appelle les protozoaires, qui sont faits d'une seule cellule, et les métazoaires, qui sont faits de plusieurs cellules. Donc les protozoaires communiquent avec leur environnement. Les métazoaires communiquent avec leur environnement, comme je suis en train de le faire en ce moment, et je suis en train de stimuler vos cellules ciliées au niveau de votre oreille interne avec les paroles dont je vous abreuve. Mais elles communiquent aussi avec les autres cellules du même organisme. Donc il y a une communication entre les cellules, et cette communication s'arrête presque toujours au niveau de la membrane. C'est-à-dire que la membrane est une paroi qui n'est pas facilement franchissable par la majorité des signaux. Les signaux cellulaires, elle permet aux cellules de communiquer entre elles, et aux cellules de communiquer avec leur environnement. Une cellule, c'est un petit organe, si je puis dire, un petit organisme qui est en fait limité. Vous savez qu'il y a deux types d'êtres vivants, ce qu'on appelle les protozoaires, qui sont faits d'une seule cellule, et les métazoaires, qui sont faits de plusieurs cellules. Donc les protozoaires communiquent avec leur environnement. Les métazoaires communiquent avec leur environnement, comme je suis en train de le faire en ce moment, et je suis en train de stimuler vos cellules ciliées au niveau de votre oreille interne avec les paroles dont je vous abreuve. Mais elles communiquent aussi avec les autres cellules du même organisme. Donc il y a une communication entre les cellules, et cette communication s'arrête presque toujours au niveau de la membrane. C'est-à-dire que la membrane est une paroi qui n'est pas facilement franchissable par la majorité des signaux, et des signaux moléculaires en particulier. Donc la majorité des signaux vont s'arrêter au niveau de la membrane, vont être reconnus par une molécule membranaire, transmembranaire, qu'on appelle le récepteur, et le récepteur va déclencher une cascade plus ou moins longue d'événements qui va aboutir à une réponse cellulaire. Donc, comme je vous l'ai dit sur le plan, dans une immense majorité des cas, eh bien, les récepteurs se trouvent sur la membrane, récepteurs membranaires. Cette membrane, vous le savez, on vous l'a dit, vous allez le voir après, elle est faite en gros de deux composants. Il y a un composant phospholipidique, qui est cette bicouche phospholipidique que vous voyez ici, avec des acides gras qui forment la queue des phospholipides, qui sont faits de molécules non polaires et qui sont imperméables à l'eau. Et puis vous avez les têtes là qui sont hydrophiles, qui sont faites de molécules polaires et qui, elles, se placent à l'interface avec l'eau qu'on trouve dans les espaces extracellulaires en haut et dans les espaces intracellulaires ici en bas. Donc ne franchissent cette membrane que les molécules qui sont solubles dans les graisses. Et les molécules qui sont solubles dans les graisses sont des molécules qui ont elles-mêmes des propriétés ou des structures de type lipidique, enfin plus ou moins. Et en particulier, dans les molécules qui interviennent dans la communication cellulaire, c'est le cas des hormones stéroïdiennes et des hormones thyroïdiennes. Donc les hormones stéroïdiennes et les hormones thyroïdiennes, qu'elles proviennent du milieu extracellulaire n'est pas un problème parce qu'elles franchissent librement cette membrane plasmique. Elles la traversent comme si la membrane existait pas. En revanche, toutes les autres molécules, en particulier que ce soit des peptines, des protéines, des aminoacides, etc., des amines biogènes, toutes ces molécules sont incapables de traverser de la membrane. Donc pour qu'elles puissent agir et déclencher une réponse à l'intérieur de la cellule, il faut qu'elles puissent être reconnues par une protéine qu'on appelle récepteur, et qui sont des protéines transmembranaires. Donc on verra tout un tas de catégories de récepteurs, parce qu'il n'y a pas qu'une catégorie de récepteurs transmembranaires, il y en a une grande diversité avec des propriétés très différentes, certaines qui peuvent générer une réponse qui est immédiate, qui intervient dans la milliseconde, et d'autres qui vont générer une réponse qui peut intervenir après plusieurs minutes. Donc on a des réponses qui interviennent dans des gammes de temps extrêmement différentes. Voilà, donc ça c'est pour reprendre ce que je viens de dire. Il y a deux grandes catégories de récepteurs. Il y a le schéma très simple, et c'est ce qu'on va voir en premier, parce que finalement, autant avoir éliminé ça, dans lequel vous avez une hormone, ici une hormone stéroïde, la testostérone, qui est une hormone sexuelle. Eh bien, cette hormone stéroïde, elle peut franchir librement de la membrane plasmique, elle va être reconnue par
récepteur, ici le récepteur des androgènes, qui se trouve au niveau du cytoplasme. Et quand ce récepteur reconnaît par la spécificité tridimensionnelle d'une interaction de la molécule protéique avec l'hormone stéroïde, quand le récepteur reconnaît cette hormone, eh bien, le récepteur va se dimériser, il va être transloqué au niveau du noyau. Ce récepteur est aussi un facteur de transcription, donc il va aller se fixer sur une zone très spécifique de l'ADN, et ce faisant, eh bien, il régule l'expression d'un certain nombre de gènes, donc il va produire l'expression d'un ou de plusieurs ARN messagers qui vont sortir du noyau et qui vont être traduits en une protéine. Donc on a ce qu'on appelle une réponse transcriptionnelle, et ce récepteur est un récepteur qui est aussi un facteur de transcription. Donc ça, c'est une réponse qui prend du temps, et c'est le cas particulier donc, des hormones dites stéroïdiennes et des hormones thyroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes, c'est essentiellement les hormones sexuelles, les glucocorticoïdes, c'est-à-dire le cortisol, et puis ce qu'on appelle les minéralocorticoïdes, l'aldostérone. À côté de ça, et ça c'est un cas très particulier, à côté de ça, la règle générale, c'est que l'immense majorité des récepteurs sont situés sur la membrane. Donc là, je vous montre juste un exemple qui est le récepteur du facteur de croissance de l'épiderme, EGF pour Epidermal Growth Factor. Son récepteur est une protéine transmembranaire. On va voir qu'elle appartient à une sous-classe particulière qu'on appelle les récepteurs tyrosine kinase, c'est-à-dire le récepteur est doté d'une activité enzymatique qui permet de phosphoryler des tyrosines, ce qu'on appelle une tyrosine kinase. Quand le récepteur reconnaît le ligand à la face externe de la membrane est ici, eh bien, il déclenche une cascade d'événements. Et on va voir qu'ici, dans ce cas particulier, c'est une cascade qui est extrêmement longue, qui fait intervenir au moins une dizaine de protéines. Donc, la phosphorylation du récepteur induit tout un tas de changements sur lesquels il ne faut pas qu'on insiste aujourd'hui, puisqu'on va le voir la semaine prochaine, mais qui aboutit, in fine, à une chose tout à fait similaire à ce qu'on avait ici pour le récepteur de la testostérone, c'est-à-dire à une induction d'un certain nombre de gènes, de la transcription d'un certain nombre de gènes. Donc par cette très longue cascade d'événements qui survient au niveau du cytoplasme puis au niveau du noyau, on aboutit également à une réponse transcriptionnelle. D'accord ? La réponse transcriptionnelle donc peut se faire par l'intermédiaire de récepteurs membranaires et d'une cascade de transduction, et elle peut aussi se faire de manière très directe par une hormone stéroïdienne qui se lie à un récepteur cytoplasmique et qui va directement interagir avec l'ADN. Donc deux cas très différents, et évidemment il y a des propriétés différentes. Ce système-là est un système qui est extrêmement fermé puisque le récepteur ne reconnaît que cette hormone. Ici on a un système qui est très ouvert parce que ce récepteur active une voie de transduction, mais on va voir qu'il y a d'autres récepteurs qui activent la même voie de transduction, et donc on peut avoir des combinatoires de signaux qui aboutissent à des réponses cellulaires différentes. Alors ici, c'est une autre généralité, c'est pour vous faire comprendre la notion de récepteur, de transduction et de ce qu'on appelle un effecteur. Donc le récepteur, c'est une molécule qui a pour propriété de reconnaître le ligand, de reconnaître même l'agoniste. On va voir un petit peu plus tard ce qu'on appelle le ligand. Le ligand, c'est ce qui a la capacité de se lier, d'accord ? Dans les ligands, il y en a qui sont des agonistes, c'est-à-dire qui permettent d'activer le récepteur, et il y a ce qu'on appelle des antagonistes, c'est-à-dire des choses qui ont la propriété de se lier, des ligands, mais qui bloquent le récepteur, qui empêchent la réponse du récepteur. Donc, le récepteur et la fonction du récepteur, c'est une fonction de reconnaissance du ligand. Ligand qui peut être intracellulaire, comme dans le cas du récepteur stéroïdien, ou qui en général est extracellulaire, comme dans le cas de tous les récepteurs membranaires. Donc le récepteur, c'est cette molécule qui est ici en jaune, par exemple, sur ce schéma-là, ou c'est cette molécule qui est également ici en jaune doré sur ce schéma-là. Sa fonction, c'est de reconnaître l'agoniste, d'accord ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle une transduction. Alors la transduction du signal, elle peut être très longue, comme elle peut être très courte, et même dans certains cas, on va voir, elle est inexistante. C'est-à-dire que dans certains cas, le récepteur est à la fois une molécule, une protéine qui a une fonction de récepteur, mais c'est aussi un effecteur. Et on va voir ça en particulier pour ce qu'on appelle les récepteurs canaux,
qui reconnaissent l'agoniste et qui sont des canaux ioniques qui, dès qu'ils vont avoir reconnu cet agoniste, s'ouvrent, laissent passer des ions et donc génèrent une réponse électrophysiologique. Donc le récepteur, mais dans une majorité des cas, les récepteurs sont juste des récepteurs et leur boulot c'est de reconnaître le bon ligand, reconnaître l'agoniste, de dire ça c'est de la dopamine, c'est pas de la sérotonine, c'est pas de la noradrénaline, j'ai bien reconnu que c'est une dopamine et je passe le signal à la molécule suivante. Et les molécules, là où les molécules suivantes sont des molécules qui sont impliquées dans ce qu'on appelle la transduction. Donc dans les molécules, dans les protéines de transduction, il y en a une qui est très connue et sur laquelle on va insister un peu la semaine prochaine, qui s'appelle la protéine G, mais il y en a d'autres, comme toutes ces voies de transduction qui sont couplées au récepteur du facteur de croissance épidermique, EGF récepteur, et qui interviennent dans la transduction du signal. Donc ces voies de transduction, elles peuvent être très courtes. Dans certains cas, c'est juste une seule protéine. Et dans d'autres cas, ces voies de transduction vont impliquer une cascade d'une dizaine de protéines. Avec évidemment, comme je l'ai dit, une ouverture, donc en même temps une perte de spécificité de la réponse par rapport au signal qui a déclenché cette réponse. Et puis ensuite, on arrive à un effecteur. Un effecteur, c'est la protéine, c'est le système qui génère la réponse cellulaire. Et il y a trois types, en gros, de réponses cellulaires. La première chose que peut faire une cellule, quand elle va détecter le signal de son agoniste sur le récepteur, c'est de déclencher une réponse électrophysiologique, c'est-à-dire une modification du potentiel de membrane de la cellule, qui en fait correspond à une ouverture ou à une fermeture de canaux ioniques. Donc, dès que vous avez des canaux ioniques qui s'ouvrent ou qui se ferment en réponse à une activation du récepteur, eh bien vous êtes dans une situation où vous avez une réponse électrophysiologique. Alors on va en voir quelques exemples un peu plus tard. Il y en a qui vont dans le sens d'une excitation de la cellule, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dépolarisation potentielle de membrane qui était au repos souvent de moins 70, moins 60, moins 50 millivolts. Le potentiel s'élève pour atteindre moins 20, moins 30 millivolts, voire 0. Et à ce moment-là, si c'est une cellule qui est excitable, comme les cellules musculaires ou les cellules neuronales, elles peuvent déclencher un potentiel d'action, c'est-à-dire une activité électrique qui va se propager le long de la membrane. D'accord ? Donc, réponse électrophysiologique excitatrice, qu'on appelle une dépolarisation, ou une réponse électrophysiologique inhibitrice, c'est-à-dire une hyperpolarisation. Le potentiel qui était à moins 70, moins 60, moins 50 millivolts va descendre à moins 80 ou à moins 90, et donc du coup, la probabilité pour cette cellule de faire un potentiel d'action chute, et donc on aura une cellule qui va être inhibée si on prend en compte son activité électrique, c'est-à-dire la genèse de potentiel d'action. Donc réponse électrophysiologique qui est un premier mode de réponse et qui présente l'avantage très important de pouvoir se faire, au moins dans certains cas, de manière très rapide. Et en particulier, comme je viens de le dire un peu plus tôt, quand cette réponse électrophysiologique est produite par des récepteurs qui sont à la fois des récepteurs et des canaux ioniques, ce qu'on appelle des récepteurs canaux, eh bien la même molécule, la même protéine reconnaît le ligand et ouvre le canal ionique, et on peut avoir des réponses qui sont très très brèves, qui vont intervenir dans un intervalle de temps très court, de l'ordre de la milliseconde ou moins d'une milliseconde. Donc ça permet de communiquer très vite, et vous comprendrez très bien que le système nerveux utilise beaucoup ces communications, utilisant des canaux, des récepteurs canaux, car ça permet à deux neurones qui vont être connectés de communiquer dans des intervalles de temps de l'ordre de la milliseconde, qui est à peu près l'échelle de temps du transfert des informations au travers de la synapse. On peut avoir des réponses de type électrophysiologique qui sont plus lentes, parce que dans certains cas, ces réponses électrophysiologiques supposent des cascade de transduction. Ce qui est montré ici sur le schéma du bas, on va ensuite revoir ça un peu plus tard, mais juste pour vous situer le problème. Ici, on a un récepteur, on va dire que c'est le récepteur de la dopamine, en fait, par exemple. Et bien, ce récepteur reconnaît ici le petit point rouge qui est le neurotransmetteur. Il transmet cette information à une protéine de transduction qui s'appelle une protéine G. Cette protéine G active
une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase qui synthétise de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, à son tour, active une kinase qu'on appelle la protéine kinase AMP cyclique dépendante de PKA. Et la PKA, eh bien, elle phosphoryle à ce moment-là le canal qui se trouve ici. Mais vous comprenez que ça ne se déroule pas en 1 milliseconde. Ça se déroule en 100 millisecondes, 200 millisecondes, 300 millisecondes. Donc on peut avoir certaines réponses électrophysiologiques qui interviennent de manière extrêmement rapide, mais dans d'autres cas, les réponses électrophysiologiques sont relativement plus longues, de l'ordre de 200 à 500 millisecondes. D'accord ? Donc situer les intervalles de temps de la réponse électrophysiologique dans une fourchette qui va de 1 milliseconde, c'est le mieux qu'on puisse faire, jusqu'à 500 millisecondes. D'accord ? Bien. Et entre les deux, il y a tout un spectre de vitesse. Deuxième type de réponse, ce sont des réponses métaboliques. C'est une situation dans laquelle, quand le récepteur est activé, eh bien, le potentiel de membrane ne change absolument pas. Il n'y a pas de modification du potentiel de membrane, il n'y a pas d'entrée d'ion, il n'y a pas de sortie d'ion, donc le potentiel de membrane ne change pas. Mais vous avez une modification de l'état enzymatique de la cellule. Par exemple, vous pourriez avoir exactement le même schéma ici, avec le récepteur qui est activé par le même neurotransmetteur ou par un autre neurotransmetteur, on va dire, qui active une protéine G, qui active cette enzyme, cette adénylate cyclase, qui provoque la formation à partir de l'ATP de l'AMP cyclique, et cette AMP cyclique, encore une fois, active la protéine kinase AMP cyclique dépendante, la PKA, et la PKA peut aller à son tour phosphoryler une enzyme qui intervient dans le métabolisme du sucre, ou le métabolisme des graisses, etc. Et donc on a une réponse d'ordre métabolique qui est une réponse qui se trouve au niveau du cytoplasme, d'accord, et qui modifie l'état métabolique de cette cellule, d'accord, par activation, par inhibition d'un système enzymatique. Et là, ça s'inscrit dans des intervalles de temps, disons, à peu près du même ordre, de l'ordre de la seconde, disons, de la seconde à quelques secondes. Et puis la troisième situation, c'est une situation dans laquelle l'activation du récepteur, soit de manière directe quand on a affaire à des récepteurs stéroïdiens, soit de manière très indirecte quand on a affaire à des récepteurs membranaire, eh bien, l'activation du récepteur génère une réponse qui est une réponse transcriptionnelle, c'est-à-dire que la cible, c'est une cible qui se trouve au niveau du noyau, et par une cascade plus ou moins longue d'événements, comme c'est montré ici, eh bien, on arrive à activer des facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription vont induire la synthèse d'un ARN messager qui va être produit, qui va être traduit en une protéine, et vous allez avoir une modification du phénotype de la cellule, c'est-à-dire une modification de son état transcriptionnel. D'accord ? Il y aura de nouvelles protéines qui vont être exprimées par cette cellule. Ce n'est pas une modification juste métabolique, ce n'est pas une activation d'une enzyme préexistante, c'est une synthèse d'une nouvelle protéine. Comme ça peut être aussi, à l'inverse, une inhibition de la synthèse d'une protéine, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça change l'état de la cellule, puisqu'il y a de nouvelles protéines qui vont apparaître. D'accord ? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une réponse transcriptionnelle, et vous comprenez bien que ça va prendre encore plus de temps, parce qu'il y a tout le temps de cette voie de transduction, mais ça c'est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes ou de quelques secondes, une activation de facteur de transcription. Ensuite, il faut que la cellule effectue la transcription de son ADN en ARN messager, qui est une quantité suffisante d'ARN messager, et que ces ARN messagers soient eux-mêmes traduits en une protéine. Donc c'est des réponses qui vont prendre au minimum quelques minutes et qui vont prendre souvent 20-30 minutes, d'accord, disons entre 2 et 30 minutes, pour avoir une échelle de temps. Donc, 3 types d'effets, électrophysiologiques, métaboliques et transcriptionnels, avec 3 échelles de temps qui vont être très différentes. Électrophysiologique, on est dans des échelles de temps de la milliseconde à quelques centaines de millisecondes. Métabolique, on est de l'ordre de la seconde à 10-30 secondes. Et transcriptionnel, on est de l'ordre de, disons, 2-3 minutes jusqu'à 30 minutes à peu près. D'accord ? Donc des échelles de temps vraiment très différentes et des effets d'une nature très différente également.
Alors j'ai besoin de vous faire un petit rappel concernant les canaux ioniques, parce qu'on va être intéressé par trois grandes catégories de canaux ioniques en fonction de leur mode d'activation. Dans ce cours, le seul canal qui ne nous intéressera pas, c'est la quatrième catégorie, c'est les canaux mécanotransducteurs. D'accord ? Alors, il y a une première catégorie de canaux qu'on va évoquer de manière indirecte un certain nombre de fois, qui sont des canaux voltage dépendants. C'est-à-dire que le canal, à l'état de base, il va être fermé. Vous voyez ici, vous avez une cellule qui est hyperpolarisée, c'est-à-dire que la partie interne de la cellule de la membrane va être couverte de charges négatives. Vous voyez des petits moins ici, et la partie extracellulaire de charges positives. C'est ce que je vous ai dit, pour une cellule vivante normale, au repos, eh bien, le potentiel de membrane, c'est-à-dire la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de cette cellule, est en gros de moins 70 millivolts, moins 60, moins 50, etc. Ça dépend de la cellule, ça dépend de l'instant où on se trouve. Et vous avez votre canal qui est fermé. Et certains canaux ont la propriété d'être voltage dépendants, c'est-à-dire que leur activation, qui provoque une ouverture du canal, dépend des modifications du potentiel membranaire. Et ici, je vous montre ce qui se passe si, par exemple, on applique sur cette cellule une petite électrode qui va inverser le potentiel de membrane. C'est ce qu'on a fait ici. Vous avez des moins à la face extracellulaire et des plus à la face intracellulaire. Eh bien, le canal s'ouvre. D'accord ? Donc, son ouverture est contrôlée par les différences de potentiel. Et c'est par ce mécanisme-là que les potentiels d'action sont capables de se propager. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Il y a beaucoup d'autres canaux qui sont voltage dépendants, c'est-à-dire dont l'ouverture dépend de la valeur du potentiel de membrane, et on va en voir un certain nombre dans ce cours. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils sont ouverts, ils se referment. Ils se referment, et c'est totalement indépendant du potentiel. Ils se referment en fonction du temps. C'est-à-dire que c'est une caractéristique propre de chaque canal. Certains se referment dans la milliseconde qui suit leur ouverture, d'autres se referment au bout de 10 millisecondes, d'autres se referment au bout de 50 millisecondes, d'autres se referment au bout de 100 millisecondes. Donc leur cinétique d'inactivation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils se referment, n'a rien à voir avec le potentiel de membrane. C'est juste une propriété intrinsèque de chaque protéine canal. D'accord ? Mais en revanche, leur ouverture ne peut être que déclenchée par une modification du voltage membranaire. D'accord ? Donc ça, c'est une première catégorie de canaux. Alors en principe, c'est abordé, je pense, dans les enseignements de physiologie, mais c'est important qu'on puisse répéter ça. Ensuite, il y a deux autres catégories qui nous intéressent beaucoup. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le récepteur canal. Donc on va les voir et les revoir un peu plus tard de manière détaillée. Les récepteurs canal, c'est le principal récepteur, sont les principaux récepteurs qui permettent de véhiculer de l'information au sein du système nerveux avec des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, comme le glutamate, comme le GABA. Le récepteur canal, c'est une molécule qui a deux fonctions, qui est à la fois un récepteur et aussi un effecteur, c'est-à-dire elle reconnaît le ligand. Ici, on va dire, par exemple, comme on va le voir un peu plus tard, on va dire que ce ligand, c'est de l'acétylcholine et qu'ici, on a affaire à un récepteur nicotinique. Eh bien, vous avez deux molécules de ligand, deux molécules d'acétylcholine qui vont se fixer de manière très spécifique, avec une très forte affinité, sur la face externe de cette protéine canal, et dès que ces deux protéines, dès que ces deux ligands, ces deux acétylcholines sont fixés sur le récepteur, eh bien, le récepteur s'ouvre, le canal s'ouvre et laisse passer un certain nombre d'ions. Donc on verra de quels ions est-ce qu'il s'agit. Il y a une relative spécificité, ça laisse passer certains ions et pas d'autres. Et ça permet, comme les ions sont des molécules qui portent une charge électrique, eh bien, ça permet de changer la valeur du potentiel de membrane, puisque ici, si vous faites rentrer, par exemple, des ions avec une charge négative, eh bien, vous allez faire redescendre le potentiel de la membrane. Vous avez de plus en plus de charges négatives à l'intérieur, et donc vous allez avoir un effet qui est inhibiteur, si je peux dire. Et si en revanche, vous faites rentrer des ions qui ont des charges positives, eh bien, vous allez dépolariser la cellule, puisque vous allez faire rentrer des charges positives qui vont faire augmenter la valeur du potentiel transmembranaire. D'accord ? Donc, selon la nature des ions qui rentrent,
eh bien, vous aurez une réponse qui va être soit inhibitrice, soit excitatrice. Et vous pouvez très bien comprendre que tout ça se passe dans des intervalles de temps extrêmement courts, puisque, eh bien, entre le moment où le ligand se fixe ici et le moment où le canal s'ouvre, il se passe moins d'une milliseconde. C'est immédiat. Enfin, c'est immédiat à l'échelle de la synapse, on va dire. Voilà, donc ça c'est une deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'ici, dans le cas de ce qu'on appelle le récepteur canal, eh bien, le canal ionique est activé par un ligand qui est extracellulaire. Vous avez ici une situation très proche, mais tout de même différente, dans laquelle vous avez un canal ionique qui est activé par un ligand qui est intracellulaire, qu'on appelle un second messager. Ici, c'est plus de l'acétylcholine, du glutamate ou du GABA, c'est une molécule qu'on trouve à l'intérieur de la cellule, qui peut être l'AMP cyclique, qui peut être le GLP cyclique, qui peut être l'inositol triphosphate, etc. Enfin, il y a tout un tas de substances qu'on appelle des seconds messagers, qui peut être aussi du calcium. Enfin, il y a tout un tas de molécules dont les variations de concentration à l'intérieur du cytoplasme vont induire une ouverture ou une fermeture de canaux. Donc ce sont des canaux qu'on appelle activés par un second messager. D'accord ? Donc c'est un exemple qui est ici. Et juste pour vous dire que ce n'est pas les seules catégories de canaux, il y a d'autres canaux, mais qui ne nous intéressent pas dans le cadre de ce cours, d'autres canaux qui sont des canaux dits mécanotransducteurs et qui sont utilisés par vos systèmes sensoriels au quotidien, c'est-à-dire que quand par exemple vous appuyez avec votre doigt sur la table, eh bien vous avez une sensation de pression. Cette sensation de pression, elle est liée à la déformation de la membrane de petits filets nerveux, de petites extrémités d'axones qui se trouvent au niveau de la peau, au niveau de la pulpe des doigts, et la déformation de cette membrane, eh bien, déforme à son tour les canaux ioniques qui se trouvent dedans, et ça permet une ouverture de ces canaux, et donc ça permet la genèse d'un potentiel d'action qui va aller jusqu'au niveau de votre cortex pariétal, et vous allez dire, tiens, mon doigt presse sur une surface, etc. Ça peut être une pression, une vibration, une sensation de chaud ou de froid. Autre situation dans laquelle vous avez affaire à des canaux ioniques, c'est l'audition. Vous savez qu'au niveau de votre oreille interne, vous avez ce qu'on appelle des cellules ciliées, des cellules qui ont sur leur surface, sur leur pôle apical, des cils. Et ces cils sont emprisonnés, si je puis dire, dans une membrane. Et quand vous écoutez un son, cette membrane vibre, ce qui fait que les cils, à chaque vibration du son, à chaque vibration sonore, c'est-à-dire ça peut être 1000 fois par seconde ou encore plus que ça, ces cils vont aller vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, etc. Donc ils bougent. Et au pied de ces cils se trouvent des petits canaux, des canaux potassiques, eh bien, qui s'ouvrent quand les cils partent dans un sens et qui se ferment quand les cils partent dans l'autre. Et ça permet de faire rentrer du potassium, d'arrêter de le faire rentrer, de faire rentrer du potassium, d'arrêter de le faire rentrer. Et donc ça génère des variations du potentiel de membrane de ces cellules ciliées qui sont synchrones avec l'onde sonore. D'accord ? Donc vous transformez une vibration de l'air, une variation de la pression sinusoïdale, vous le transformez en une variation du potentiel de cette cellule ciliée et qui, elle, envoie son signal au niveau de relais au niveau du tronc cérébral et puis ensuite au niveau du cortex temporal, ce qui vous permet de décoder le son et de comprendre s'il s'agit de musique, de mots, etc. etc. Mais le mécanisme en fait primitif, c'est un canal ionique qui est un mécanotransducteur, c'est-à-dire qui est activé par la déformation de la membrane. Donc oubliez ce type de canal ionique, on ne va pas reparler de celui-là, mais on va en parler souvent, c'est pour ça que je tenais à faire un point sur ça, de canaux voltage dépendants, de récepteurs canal et de canaux activés par des seconds messagers. Trois notions très différentes. Ok ? Alors, ça c'est un schéma très compliqué pour vous dire qu'on ne va surtout pas s'occuper de cette complexité, c'est juste pour que vous compreniez que c'est une complexité qui existe. Là vous avez un schéma de cellules avec une membrane plasmique ici en orange, hein, et sur laquelle vous avez tout un tas de récepteurs. Donc vous avez par exemple des récepteurs de cytokines, hein, on va voir ce que c'est des récepteurs couplés avec une tyrosine kinase. Vous avez ici des récepteurs de facteurs de croissance, c'est des récepteurs tyrosine kinase. Donc ils ne sont pas couplés, qui ont eux-mêmes une activité enzymatique. Vous avez ici des récepteurs couplés à une protéine G, comme on vient de le voir.
Voilà, vous avez des récepteurs de mort cellulaire, etc. Tout ça, ça induit des cascades de transduction plus ou moins longues au niveau du cytoplasme pour soit s'arrêter au niveau d'un effet de type métabolique, soit induire une régulation des gènes par l'intermédiaire d'une activation de facteurs de transcription. D'accord ? Donc, ce qu'on va voir, on va voir une forme très simplifiée de tout ça, c'est-à-dire qu'on va prendre comme hypothèse que les récepteurs tyrosine kinase activent une voie de transduction, les récepteurs couplés aux protéines G activent une autre voie de transduction, les récepteurs couplés à une tyrosine kinase activent une troisième voie de transduction, et que ces voies sont indépendantes. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que ces voies ne sont pas, comme le montre ce schéma-là. Il y a des communications croisées, c'est-à-dire qu'on peut avoir une interférence entre le récepteur couplé à une protéine G, comme ça, qui peut aller interférer avec la voie de transduction des récepteurs tyrosine kinase, etc., etc. Donc là, il y a toute une modélisation qui reste à faire. Je dois dire qu'il y a un certain nombre d'équipes qui maintenant travaillent sur la modélisation des voies de transduction, mais cette modélisation, elle n'est pas universelle. Il faut faire une modélisation pour chaque cellule, parce que chaque cellule n'a pas le même rendement, si je puis dire, en termes de l'activation de telle ou telle voie de transduction. Et chaque cellule aussi exprime un certain nombre de protéines que d'autres n'expriment pas, donc c'est effectivement très compliqué, mais on commence maintenant à essayer de faire un petit peu de modélisation quantitative et de se dire si on applique cette hormone sur ce récepteur et en même temps une autre substance, une cytokine sur ce récepteur, quelle sera au niveau du noyau la résultante. Mais on en est très très loin. Donc je vais forcément simplifier le cours et vous ne prenez pas en compte les communications croisées qui existent entre ces voies. Je ne veux absolument pas vous compliquer la vie parce que personne à l'heure actuelle n'est capable de résoudre la complexité de ces communications croisées. Voilà, donc maintenant on va arriver dans le vif du sujet, si je puis dire. On va commencer par essayer de décrire les situations dans lesquelles il y a une communication cellulaire. Donc je vous ai dit, ça peut être soit chez des protozoaires qui communiquent avec leur environnement, soit chez des métazoaires qui communiquent avec leur environnement ou avec d'autres cellules. Une cellule communique avec une autre cellule chez le même individu. Donc, durant le développement, et ça c'est une particularité des métazoaires, il faut que les cellules s'agencent les unes par rapport aux autres durant la vie embryonnaire et fétale. Et donc, il y a des signaux qui permettent aux cellules de savoir où elles sont, si elles sont fixées sur une matrice, ou si elles adhèrent avec une autre cellule, quelle est la nature de cette autre cellule, etc. Donc ça, c'est toutes les molécules d'adhésion et des signaux de reconnaissance cellulaire. Et puis il y a une deuxième catégorie de signaux qui sont très importants durant cette période de développement, qui sont ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, donc je vous ai montré comme exemple le facteur de croissance de l'épiderme. Eh bien, ces facteurs de croissance sont des facteurs qui ont trois rôles et qui jouent ces rôles de manière différente à différents stades du développement. Ils peuvent être impliqués comme signaux de survie, et ça c'est très utilisé durant la période fœtale ou durant la période embryonnaire, où ces signaux font que les cellules qui sont bien positionnées, c'est-à-dire exposées à des signaux de survie, vont survivre, et que celles qui sont mal positionnées, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à ces signaux de survie, vont tout simplement mourir. C'est très très utilisé en particulier par le développement du système nerveux et les axones. Enfin, vous savez que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, autour du 5e mois, vous aviez à peu près 2 fois plus de neurones que vous n'en avez aujourd'hui. Au lieu de 100 milliards, vous en aviez 200 milliards. Formidable. Maintenant, en fait, une moitié allait en fait mourir parce que le système est fait de telle sorte qu'il surproduit, qu'il produit 2 fois trop de neurones, et ensuite ceux qui sont mal connectés ou ceux qui sont mal positionnés ne vont pas avoir accès au facteur de croissance qui déterminera leur survie. Et donc, au cours du 5e mois de votre vie embryonnaire, vous avez juste perdu la moitié de vos neurones. Et tant mieux, parce que probablement que si vous aviez conservé les neurones mal positionnés, vous auriez tout un tas de problèmes d'encéphalopathie épileptogène, etc., etc.
C'est des signaux également de prolifération, c'est-à-dire que c'est facteur de croissance. Alors un peu durant cette vie embryonnaire, mais aussi plus tard, quand il y a de la réparation tissulaire ou juste du remplacement tissulaire à faire, ce sont des signaux de prolifération. Et à ce titre, ils sont très importants dans le déterminisme du cancer, parce qu'effectivement, quand ces signaux de prolifération fonctionnent trop bien, eh bien à ce moment-là, on peut avoir une prolifération anormale et donc la genèse de cancer. Et puis c'est aussi des signaux de différenciation, c'est-à-dire ça permet, durant la période du développement, de différencier des cellules souches en une cellule adulte d'un phénotype particulier, et ça permet aussi de le faire durant la vie adulte, puisqu'il reste des cellules souches à l'âge adulte qui permettent de remplacer les tissus. Donc ça, c'est vraiment très important. Le rôle de cette communication cellulaire au cours du développement est une chose essentielle. Deuxième situation, c'est le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, vous savez, c'est un système qui est double, où il y a une immunité dite spécifique, avec des anticorps qui vont reconnaître de manière très spécifique un antigène, virus, bactérie, etc., pour aller le cibler et pour l'éliminer. Et il y a aussi une immunité dite non spécifique, qui se traduit par une réponse de type inflammatoire. C'est-à-dire que vous avez des macrophages qui vont intervenir et qui vont manger ce qui se trouve ici, mais sans faire vraiment gaffe si c'est une bactérie, un virus ou une cellule de l'autre. Les signaux de reconnaissance sont donc très importants au sein du système immunitaire, et pas uniquement pour reconnaître ce qui est étranger, mais entre autres pour reconnaître ce qui est étranger. Les cytokines sont en gros les facteurs de croissance du système immunitaire et aussi d'ailleurs du sang d'une manière générale. Donc il y a tout un tas de cytokines qui sont employées, qui ont un rôle pro-inflammatoire, anti-inflammatoire, qui vont activer la fabrication des anticorps, etc. Donc c'est vraiment les signaux de communication et de stimulation du système immunitaire. Et puis il y a des signaux de mort cellulaire. Alors il y a deux types de signaux de mort cellulaire. Il y a des signaux de mort cellulaire très spécifiques, qu'on appelle le TNF-alpha ou FAS-ligand, etc., et qui permettent de se lier sur un récepteur de mort cellulaire pour déclencher une mort, qui est une mort qui est liée à l'expression d'un programme de suicide qui est latent dans toute cellule, c'est-à-dire que toute cellule a un programme de suicide qui attend des signaux pour s'activer. Eh bien, ce que font ces signaux très spécifiques de mort cellulaire, c'est qu'ils activent ce programme de mort cellulaire qu'on appelle une apoptose. D'accord ? Vous verrez ça un peu plus tard dans le cours. Et puis en même temps, vous avez des systèmes qui sont absolument non spécifiques. Et le système de mort cellulaire non spécifique du système immunitaire, c'est le monoxyde d'azote, le gaz NO. Hein, c'est une formule, c'est un gaz qui est un gaz soluble, donc c'est un petit peu le gaz de combat du système immunitaire. Le système immunitaire peut générer la production de ce gaz, monoxyde d'azote, qui va aller tuer de manière non spécifique toutes les cellules dans son environnement. D'accord ? Donc vous avez les signaux de mort cellulaire qui sont vraiment qui ciblent de manière très précise une cellule, et puis vous avez ce gaz de combat qui lui tue des populations de cellules dans un environnement de manière absolument non spécifique. Troisième modalité de communication, c'est les systèmes endocriniens. Endocrinien, ça veut dire à sécrétion interne. C'est ce qu'on appelle les hormones et les glandes endocrines. Les hormones, c'est un système de communication chimique qui se fait à une grande distance. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de glandes dans votre organisme, la glande thyroïde, on en parle beaucoup en ce moment. Vous avez les glandes surrénales, vous avez l'hypophyse, vous avez les glandes sexuelles que sont les testicules et les ovaires. Toutes ces glandes produisent chacune une ou des hormones. D'accord ? Et ces hormones vont être déversées dans le sang, elles circulent dans le sang. Vous savez qu'en moyenne, une goutte de sang pour faire le tour complet du cœur droit au cœur droit, c'est-à-dire que du cœur droit, ça part vers les poumons, ça revient au cœur gauche, ça part par l'aorte et ça revient ensuite au cœur droit par les veines caves. Le tour complet d'une goutte de sang dure 1 minute à peu près en moyenne.
Vous avez à peu près 5 litres de sang et le débit cardiaque est de 5 litres par minute, donc effectivement, ça met 1 minute. Donc ça veut dire qu'une hormone qui va être sécrétée par la glande thyroïde dans le sang, eh bien, elle va mettre en moyenne 1 minute pour commencer à toucher les organes cibles, et comme sa libération est tout de même progressive, ça se fait sur plusieurs minutes, le mode d'action des hormones thyroïdiennes va... il faut attendre au moins 5-10 minutes pour qu'elle commence à agir sur les tissus cibles. D'accord ? Donc c'est une communication qui est lente, qui on compare avec la communication synaptique au sein du système nerveux, évidemment c'est très lent. Mais c'est à une grande distance, et ces hormones vont pouvoir agir là où il y a des récepteurs, c'est-à-dire que certains tissus, certaines cellules sont sensibles aux hormones parce qu'elles comportent un récepteur aux hormones. Il y a des cellules qui n'ont pas de récepteur pour le cortisol ou qui n'ont pas de récepteur pour les androgènes. Et bien, à ce moment-là, vous pouvez augmenter autant que vous voulez la concentration de ces androgènes ou du cortisol, ça ne fera strictement rien sur ces cellules. En revanche, toutes les cellules qui ont des récepteurs eh bien, vont être sensibles à une augmentation de la concentration des hormones, à condition qu'elles soient dans un espace de diffusion des hormones. C'est-à-dire que, par exemple, certaines hormones vont franchir ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est la barrière entre le cerveau et le sang. Et puis, il y a d'autres hormones, et une majorité d'ailleurs des autres hormones, qui ne vont pas être capables de franchir cette barrière hémato-encéphalique. Donc, les hormones stéroïdes, encore une fois, hormones sexuelles, etc., franchissent cette barrière et donc elles vont agir sur le cerveau. Donc la testostérone agit sur le cerveau, le cortisol agit sur le cerveau. En revanche, une hormone comme l'hormone de croissance, qui est une hormone protéique, eh bien, elle ne traverse pas cette barrière hémato-encéphalique et donc le cerveau ne fait pas partie de son espace de diffusion et donc elle n'agit pas sur le cerveau. D'accord ? Donc l'espace de diffusion est une chose qui est importante à prendre en compte. Donc système endocrinien à longue distance, lent. Les cellules sensibles sont toutes les cellules qui comportent des récepteurs, à condition qu'elles se trouvent dans leur espace de diffusion. Autre modalité, c'est la neurotransmission, qui est une autre modalité de communication. Alors on va voir qu'il y a des synapses électriques, enfin là on parle surtout de communication chimique. La synapse, c'est très différent pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'il y a une forte spécificité spatiale, c'est-à-dire que vous avez une terminaison d'un neurone qui s'appelle un axone. Cette terminaison a une extrémité dite présynaptique, qui est une toute petite formation, qui doit faire quelques dixièmes de micron, et qui se trouve en face de l'extrémité postsynaptique, qui est une émanation d'un deuxième neurone. Et entre les deux, vous avez un espace très restreint, avec en gros de 20 nanomètres, donc c'est vraiment très très peu de choses, et vous avez la cellule présynaptique qui parle à la cellule postsynaptique. Et si vous avez une troisième cellule qui se trouve à côté, mais qui se trouve à, disons, 100 microns, eh bien, il n'y a pas de communication. Donc c'est une communication très spécifique qui ressemble plus à la télévision câblée qu'à la télévision hertzienne, comme on vient de le décrire avec les systèmes endocrines. Donc excellente spécificité spatiale, c'est vraiment le neurone A qui parle au neurone B et pas ses voisins. D'accord ? Et puis en même temps, une excellente spécificité dans le temps, parce que les temps de communication synaptique sont très très courts, et comme je vous ai dit, dans une majorité des synapses du système nerveux, c'est pas toutes, mais dans une majorité de ces synapses du système nerveux, le temps synaptique, c'est-à-dire le temps pour que l'information électrique du neurone A passe et soit traduite en une information électrique dans le neurone B, le temps est de l'ordre de la milliseconde. Donc ça va extrêmement vite. Grande spécificité spatiale, grande spécificité temporelle. Et on va voir ensuite ce que ça veut dire en termes de liaison du ligand, d'affinité, de recapture, etc., etc. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que souvent les molécules qui sont utilisées pour la communication hormonale sont en grande partie les mêmes que celles qui sont utilisées pour la communication neuronale. La seule chose qui change, c'est que dans un cas, ça se déverse dans le sang, et dans l'autre, ça se déverse dans un espace très petit, très, très limité, qu'on appelle la fente synaptique. Et puis ensuite, vous avez une autre modalité de communication qu'on appelle la modalité paracrine. Alors là, c'est un truc qui est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire c'est pas une hormone, c'est-à-dire que la substance ne va pas être déversée dans le sang, elle va être déversée dans les espaces extracellulaires.
mais on n'a pas la spécificité spatiale de la synapse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une extrémité présynaptique et une extrémité postsynaptique. Donc vous avez des substances chimiques qui vont être libérées dans les espaces extracellulaires, qui vont pouvoir diffuser à une distance de 100 microns, 200 microns, c'est-à-dire atteindre les cellules environnantes. Une cellule qui émettrait un signal de ce type-là pourrait atteindre 50, 100 cellules autour d'elle, mais pas plus. D'accord ? Donc c'est la communication villageoise, on va dire. D'accord ? Ça reste local, mais ce n'est pas une communication de 1 à 1. Et là, on voit ça pour des hormones, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations, et en particulier dans la glande hypophysaire où il y a plusieurs hormones libérées, eh bien, il y a aussi ce mode de communication paracrine, c'est-à-dire qu'une hormone libérée par un type cellulaire va aller agir sur les autres types cellulaires. Neurotransmetteurs, dans certains cas, il y a des neurotransmetteurs qui vont être libérés par des neurones, mais il n'y aura pas d'extrémité postsynaptique en face. Et donc, ce neurotransmetteur va pouvoir diffuser dans un espace de l'ordre de 50 microns ou 100 microns. D'accord ? Et ensuite, vous avez des molécules qui sont vraiment très spécialisées pour cette communication de type paracrine, qui sont l'acide arachidonique et les prostaglandines, et on a une diapo sur ça après, et puis ensuite ce fameux monoxyde d'azote que l'on vient de voir. Donc je vais faire un point spécial sur l'acide arachidonique et les prostaglandines et sur le modèle de monoxyde d'azote. Alors pourquoi ces substances sont particulièrement douées pour la communication de type paracrine? Eh bien parce que tout simplement, c'est des substances solubles dans les graisses, c'est des substances liposolubles, et comme elles sont liposolubles, elles traversent la membrane plasmique librement. Et donc elles passent d'une cellule à l'autre, elles n'ont pas à être libérées de manière contrôlée comme on va voir pour les autres neurotransmetteurs, et c'est des substances qui diffusent dans les cellules environnantes à partir du moment, au fur et à mesure de leur synthèse par la cellule qui les produit. Alors, une diapo sur phospholipase A2, acide arachidonique, cyclooxygénase et prostaglandine. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que la membrane est constituée de phospholipides. Donc il y a plusieurs phospholipides, et, dont certains contiennent, comme un des deux acides gras du phospholipide, une substance qui s'appelle de l'acide arachidonique, qui est un acide avec une chaîne de carbone, je crois 18 carbone, et avec 2 doubles liaisons. Eh bien, il y a une enzyme qu'on appelle la phospholipase A2, et on va revenir sur cette enzyme un petit peu plus loin quand on verra les récepteurs couplés avec une protéine G. Cette phospholipase A2 est activée par certaines protéines G, et quand cette phospholipase A2 agit, eh bien, comme son nom le suggère, phospholipase, c'est-à-dire qu'elle coupe les phospholipides, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle libère un acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est un acide gras, comme je viens de le dire, et comme c'est un acide gras, il franchit la membrane plasmique sans aucun problème. Donc il peut être synthétisé dans la cellule A, il en sortira dès qu'il voudra, il pourra rentrer dans une autre cellule, B, C ou D, qui se trouve autour. Donc c'est une substance pour laquelle la membrane n'est pas une barrière. Et ensuite, cet acide arachidonique, il fait quoi? Alors, dans certains cas, il peut agir directement sur des récepteurs de l'acide arachidonique. Et dans d'autres cas, cet acide arachidonique va être transformé par une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, COX cyclooxygénase, qui est une enzyme très très importante pour produire des substances qu'on appelle des prostaglandines. Alors, prostaglandines, il y en a plein, il y en a toute une série. Les prostaglandines, elles peuvent à leur tour agir sur des récepteurs, et c'est assez intéressant parce que comme c'est des substances liposolubles, en fait, elles peuvent rentrer à l'intérieur de la cellule, et certains des récepteurs pour les prostaglandines sont des récepteurs nucléaires, comme les récepteurs stéroïdiens. Mais la majorité des récepteurs des prostaglandines sont quand même cependant des récepteurs membranaires. D'accord ? Prostaglandines qui sont impliquées dans une myriade de choses, y compris dans l'accouchement, etc., dans les contractions utérines.
Mais ce qui est intéressant, c'est cette enzyme, la cyclooxygénase, parce que la cyclooxygénase, c'est la cible de l'acide salicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, hein, qui est un des plus vieux médicaments, vous savez, qui est une substance qui est extraite du saule. Hein, donc son nom de salicylique, c'est parce qu'on le trouvait déjà dans les feuilles de saule que les Grecs et les Romains savaient utiliser comme antidouleur, etc. Alors, en fait, on en a extrait le principe actif, qui est cet acide acétyl salicylique, ou aspirine, et en fait l'aspirine elle bloque la COX, ou plus exactement elle bloque les COX, parce qu'il y a deux COX, il y a la cyclooxygénase 1 et la cyclooxygénase 2 qui donnent pas exactement, qui sont pas localisés dans les mêmes tissus, qui donnent pas les mêmes effets, qui donnent pas la synthèse des mêmes prostaglandines. Mais en gros, la cyclooxygénase de type 1, eh bien, elle est impliquée dans l'agrégation plaquettaire, donc l'agrégation plaquettaire, et c'est pour ça que l'aspirine en particulier a des doses relativement faibles. Si on donne une couverture par des faibles doses d'aspirine, eh bien, on a un effet anti-agrégant, ce qui est utilisé dans un certain nombre de maladies où il y a des risques de thrombose vasculaire, hein, de caillot, si je puis dire. Et puis à côté de ça, il y a des effets anti-inflammatoires, hein, qui a un effet de l'aspirine. Hein, vous savez que ça coupe la fièvre et que ça a un effet anti-inflammatoire. C'est vrai aussi pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire l'ibuprofène, etc. On appelle AINS pour anti-inflammatoire non stéroïdien. Eh bien, ces produits sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase de type 1. Et puis il y a une autre cyclooxygénase qui est celle de type 2 qui est impliquée dans la genèse de l'inflammation et donc les effets anti-inflammatoires de l'aspirine, des AINS et puis d'une catégorie de drogues qu'on appelle les coxibes, les inhibiteurs de la COX, eh bien, sont ici un peu plus spécifiques. Alors cette histoire de coxib est intéressante parce que l'industrie pharma a trouvé des drogues qui sont des inhibiteurs de la COX-2 et pas de la COX-1. Donc en se disant c'est intéressant parce qu'on va avoir des effets de type anti-inflammatoire sans avoir les effets sur la coagulation, etc. Mais ça a marché en partie, mais ça n'a pas aussi bien fonctionné que les boîtes pharmaceutiques souhaitaient. Voilà. Donc ça, c'était le premier groupe de substances qui ont un don particulier pour la communication paracrine. Il y a un deuxième groupe qui est formé par le monoxyde d'azote, et il y a aussi, mais je ne vais pas en parler, il y a le monoxyde de carbone, le CO, qui est aussi une substance qui joue un rôle paracrine. Mais je ne vais pas en parler, je vais juste parler du NO, parce que le NO est très très important. Le NO est synthétisé par une enzyme, par une famille d'enzymes qui s'appelle les NO-synthases, ou NOS comme ça. Donc les NO-synthases qui sont des enzymes qui permettent de fabriquer du NO à partir d'un aminoacide qui s'appelle l'arginine et qui transforme cette arginine en citrulline plus monoxyde d'azote. Et en fait, il y a trois catégories de NO. Il y en a une première de type 1, qu'on appelle NNOS, parce qu'on l'a identifiée dans les neurones. Donc c'est la NOS neuronale qu'on a identifiée au sein du système nerveux. Certains neurones l'expriment, et cette NNOS, elle dépend du calcium. Et on va voir un petit peu comment le calcium régule son activité. Donc c'est une enzyme qui est calcium dépendante, c'est-à-dire qu'elle est présente à un état latent dans les cellules du système nerveux, ou dans au moins certaines cellules. À l'état de base, elle n'est pas activée, mais dès que la concentration de calcium à l'intérieur du neurone augmente, et bien à ce moment-là, elle est activée et elle produit du NO. Et le NO joue un rôle un petit peu similaire à des neurotransmetteurs, mais sur un mode paracrine, puisque le NO est une molécule non polaire et donc qui peut traverser les membranes. Donc il peut agir à, on va dire, 50-100 microns à la ronde. Deuxième catégorie, c'est la NOS de type 2, qui est une NOS qui est exprimée par le système immunitaire. On vient de le dire que le système immunitaire utilisait le NO comme gaz de combat. Eh bien, c'est précisément cette NOS-là qui va intervenir ici. Cette NOS, elle est très différente, c'est-à-dire que quand elle est exprimée, elle est active. Il n'y a pas de régulation par le calcium. Mais à l'état de base, elle n'est pas exprimée. Et donc, elle n'est exprimée que quand il y a un signal transcriptionnel qui va dire à la cellule, par exemple à un macrophage du système immunitaire, eh bien, tu dois produire de la NOS2.
Et quand cette NOS2, donc c'est la noce inductible, d'où le terme iNOS aussi, quand cette NOS2 est traduite, quand la protéine est traduite, elle est active immédiatement et elle produit de manière continue des très grandes quantités de NO. D'accord ? Donc si on compare à la noce calcium dépendante du système nerveux, qui est activée quand il y a une augmentation du signal calcique à l'intérieur de la cellule, mais laquelle redescend dans les quelques millisecondes qui suivent, cette noce de type 1, la noce neuronale, elle n'émet que de petites concentrations de NO de manière très intermittente. Donc c'est vraiment du signal, on envoie un peu de signal. Alors que la noce inductible, elle produit d'énormes quantités de NO, et ce NO va sortir de la cellule et il va aller attaquer toutes les cellules qui se trouvent autour, et quand il est présent en très forte concentration, eh bien ce NO a un effet létal sur les cellules, c'est-à-dire qui tue les cellules environnantes. Donc là on a une production, au lieu de produire des signaux de communication, on produit vraiment un gaz de combat qui va les tuer de manière très spécifique, tout ce qui se trouve autour de la cellule productrice. Et puis il y a une troisième catégorie, la noce 3, qu'on appelle la ENOS pour endothéliale. Et bien cette noce 3, elle fonctionne exactement de la même façon que la noce neuronale, et elle est calcium dépendante, elle est produite par l'endothélium, et on avait identifié un facteur de relaxation dérivé de l'endothélium, donc ça fait en français facteur de relaxation dérivé de l'endothélium, et en anglais Endothelium Derived Relaxing Factor, EDRF. Et donc cet EDRF avait été identifié comme une substance produite par l'endothélium et qui allait induire une relaxation du muscle lisse sous-jacent. Et à la fin des années 80, on s'est aperçu que cet EDRF n'était autre que le gaz très simple NO, monoxyde d'azote. Alors de quelle manière est-ce qu'il fonctionne? C'est extrêmement simple. Vous avez ici dans la cellule endothéliale, c'est-à-dire la cellule qui forme la paroi des vaisseaux, la paroi interne des vaisseaux, eh bien, vous avez une os qui dépend du calcium. Donc chaque fois qu'il y a un récepteur qui, pour une raison ou pour une autre, va faire rentrer du calcium dans la cellule, eh bien, cette noce neuronale, cette noce endothéliale, cette noce endothéliale va être activée et elle produit les petits points en rouge qui sont ici, qui ne sont autres que du NO. Le NO qui franchit la membrane cellulaire ici, qui franchit ensuite la membrane de la cellule musculaire lisse qui se trouve juste en dessous de l'endothélium et qui permet d'ajuster le diamètre du vaisseau. Et en agissant dans cette cellule musculaire lisse, elle active une enzyme qu'on appelle la guanylate cyclase soluble. Et en activant cette guanylate cyclase soluble, eh bien, elle forme à partir du GTP, elle forme du GNP cyclique. Le GNP cyclique va aller agir en activant des canaux potassiques GNP cyclique dépendants. Donc souvenez-vous de ce qu'on a vu juste avant. C'est un canal ionique qui est activé par un second messager, typiquement. Et donc ça va faire rentrer du potassium qui hyperpolarisera, non, ça va faire sortir, excusez-moi, ça va faire sortir du potassium, donc la cellule va s'hyperpolariser, et en s'hyperpolarisant, ça va fermer des canaux calciques voltage dépendants, et comme ces canaux se ferment, puisque là, le potentiel de la membrane baisse, eh bien vous avez moins de calcium à l'intérieur de cette cellule musculaire et ça induit une relaxation. Donc par ce mécanisme-là, eh bien on comprend pourquoi l'activation de la noce endothéliale relaxe le muscle lisse sous-jacent et permet donc de dilater le diamètre du vaisseau. Donc ça c'est un mécanisme, mais vous avez exactement le même genre de mécanisme, pas forcément avec les mêmes neurotransmetteurs ou les mêmes seconds messagers ou les mêmes canaux, mais vous avez le même mécanisme de communication paracrine au niveau du système nerveux. Donc, retenez bien les deux grandes catégories de noces, celles qui sont dépendantes du calcium, qui agissent de manière très limitée dans le temps et qui génèrent de petites concentrations de NO qui a un rôle de communication, qui est une molécule de communication, et la noce inductive, la noce 2, celle du système immunitaire, qui n'est pas dépendante du calcium, qui dépend d'une régulation transcriptionnelle et qui, elle, génère des quantités massives de gaz NO qui a un effet létal sur les cellules environnantes. Voilà,
Je pense qu'on peut s'arrêter là et on prendra ensuite les différentes modalités de communication vendredi. Donc on commencera par les jonctions dites communicantes et puis ensuite on verra toutes les grandes modalités de communication chimique. Merci de votre attention. Ça s'appelle cours de merde. Excuse-moi. Juliette, dépêche-toi pour pas que... Est-ce qu'elle a laissé ça comme non, elle le prend. J'écoute si tu veux, mais genre j'avais besoin de... Je m'emmerde. Je te dis, j'ai rien fait. L'autre aussi me fait chier. T'attends 2 secondes que je me lève ou c'est pas possible? Ouais. Tu vas pas? Je comprends pas ton nom. Non mais l'autre. À quoi ça sportif? Je vais laisser ma carte dedans. Ma bouteille d'eau parce que je dois la remplir. C'est quoi la main et... Communication. Ouais, et un téléphone. J'avais les parce que c'était des écoutes sur leur et en plus je suis pas on ira tout à l'heure 80 avec tous les réservés ah tu t'es acheté un steak non je suis au fruit, je marche au bio. Moi j'ai acheté des bananes. Il y en a plein qui l'apprennent pas, c'est le cours de maths. Parce qu'il y a le cours du SEM. Celui-là, les servent tous. Tout le cours de démat. Parce qu'il y a que 5 qui SEM. 3. J'ai regardé. Ah ouais, non, mais c'est super. Je sais pas si... Peut-être les lire, tu vois, genre vite fait, mais pas les apprendre comme je les apprends. Non, mais... Mais il n'est pas difficile. Non mais ça reste beaucoup plus dur.
aussi forcément. Parce que moi je m'accompagne pas rien. Ouais. La pause, il y a pas mal de monde. C'est pas la fin de la pause. Genre. Au revoir Célia. Au revoir putain. La vendeuse, n'importe quoi. Alors en gros, j'arrive, je les essaie très bien. Si la main elle est ok. Donc elle pose comment je prends la caisse. Et du coup la meuf, la vendeuse, elle enregistre les chaque fois mon manteau, tu jamais tout mieux ton manteau quoi. T'as pas de manteau par contre, qui commence de la fin. Chaque fois, au moment où Bon là c'est une catastrophe ce cours. J'ai pas du tout. Quand tu sais pas ce qu'il y a à apprendre et tout. Ça va trop vite et ouais c'est sûr. C'est une catastrophe. Je sais pas ce que je vais apprendre. Mais oui, mais oui. La cause de ça m'a rien dire. Je crois que je vais faire un peu sur ça. Non, pas sur. Je vais voir au niveau des annales qu'est-ce qu'ils demandent et puis j'apprendrai ce qu'ils demandent. J'ai que 3 QCM sur son cours. Ah ouais, c'est déjà pas mal, hein, 3 points, ça peut... C'est que 3, je sais que ça pourrait être plus, ça pourrait être mince. Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment des trucs de réflexion en plus. Bon, il faut connaître vite fait les trucs, mais à mon avis, c'est vraiment des trucs de réflexion. Je vais peut-être y aller parce que ça va commencer. Ouais. Je laisse tomber la tête. Oui, oui, t'inquiète. Bah oui. Bah non, parce qu'après, enfin, je vais y aller pour partir dans la télé. Ah mais non mais évidemment on va faire pour ça et tout. C'était pas assez long. Non, mais j'étais tout. Ça va, j'ai failli me refaire les points. Ah, mais l'autre, il est toujours avec son manteau. Ça fait plus trop vite. C'est quoi? Je l'ai acheté. Hier. C'est quoi? Dimanche, c'est grave. Tu gagnes genre t'es la bordelaise, on va te faire plaisir. Genre. Et après, je vais pas enregistrer.
en gros, on avait dit que on faire la répétition sur la câble. Bref, on a pas payé. Mais c'était bon. Je pense que Qu'est-ce que je dois faire là? Gachi. Pourquoi vous avez fait en retard? En retard. Normal. tous les cas, je te jure, jamais je me suis répété. oh, c'est physique. Oula, j'ai failli mourir. Un petit coup de verre tout à l'heure. Ah, vrai? C'est bien. Je pense qu'on va attendre. Ça va pas aller. En fait, on a fait du temps à la place. C'est calme, c'est parce que c'est trop. Non, c'est plus lui. C'est ça. Des délires. Ouais, non, mais. Et l'autre, la Tania, elle a créé une page. Mais à chaque fois, j'ai oublié de le désenregistrer.